Il y a 60 ans, le son d'une guitare électrique a secoué les téléviseurs du monde entier et ces mots impossibles à oublier, Batman, ont fait irruption dans les foyers d'une génération entière. Nous étions en janvier 1966 et la chaîne ABC venait de lancer quelque chose que personne n'avait jamais vu. Une série de super-héros qui se prenaient absolument au sérieux, tout en cultivant une ironie parfaitement calculée. Des couleurs impossibles, des effets sonores dessinés à l'écran, des méchants aux monologues théâtraux et un héros en costume de chauve-souris qui ne perdait jamais son sang-froid. Batman n'était pas un simple divertissement. C'était un phénomène culturel qui allait transformer pour toujours la relation entre les comics et la télévision. Mais ce qui fit vraiment la grandeur de cette série, c'est son casting. Des acteurs de théâtre classique, des vedettes de cabaret, des danseuses de ballet, des imitateurs, des cow-boys de western, tous se retrouvèrent sur les plateaux de la Fox pour donner vie à Gotham City. Certains étaient déjà des légendes avant d'enfiler leurs costumes. D'autres trouvèrent sur ce tournage leur moment de gloire le plus durable. Et tous, sans exception, laissèrent une empreinte que le temps n'a pas pu effacer. Aujourd'hui, en 2026, alors que la série fête ses 60 ans, il est temps de les regarder à nouveau, de nous demander ce que sont devenus ces acteurs qui ont incarné Batman, Robin, Batgirl et les super-vilains les plus extravagants de l'histoire de la télévision. Leurs histoires sont, bien souvent, plus stupéfiantes que n'importe quel épisode qu'un scénariste aurait pu imaginer. Numéro 1, Neil Hamilton, le commissaire Gordon. Neil Hamilton fut l'acteur qui prêta son visage au commissaire James Gordon, l'homme le plus accablé de Gotham City, pendant les 3 saisons complètes et le film sorti en salle en 1966. Neil avait 66 ans au début du tournage et portait avec lui des décennies d'histoire hollywoodienne gravées dans la mémoire. Avant Batman, Neil Hamilton avait été une véritable star du cinéma muet et du premier cinéma parlant. Dans les années 20 et 30, son nom apparaissait au générique aux côtés de Buster Keaton et d'autres légendes du grand écran. Il était un séducteur classique du Hollywood d'antan, jusqu'à ce que l'évolution des goûts du public relègue sa carrière au second plan. Mais la vie, parfois, a l'habitude de rendre ce qui semblait perdu. Batman offrit à Neil Hamilton quelque chose que peu d'acteurs reçoivent aussi tard dans leur carrière, une seconde jeunesse devant les caméras. À 66 ans, des millions de téléspectateurs apprirent à reconnaître son visage comme celui de l'homme qui décrochait le téléphone rouge pour appeler le Chevalier Noir. Neil le faisait avec élégance et sans jamais se plaindre, même quand les intrigues frôlaient l'absurde le plus savoureux. Il s'adapta au ton-camp de la série, avec un professionnalisme que beaucoup de ses collègues admirèrent en silence. Il fut marié à son épouse Elsa pendant plus de 40 ans jusqu'à sa mort. Neil Hamilton s'éteignit le 24 septembre 1984, à l'âge de 85 ans, des suites de complications liées à une crise d'asthme. Il disparut sans avoir vu l'explosion de nostalgie que la série provoquerait dans les décennies suivantes, mais il laissa un héritage clair. Le commissaire Gordon qu'il incarna servit de modèle à tous ceux qui vinrent après lui. Numéro 2. Stafford Repp, le chef O'Hara. Stafford Repp était l'homme qui apportait la touche comique la plus involontaire de tout le commissariat de Gotham. Son personnage, le chef O'Hara, était le bras droit du commissaire Gordon, loyal, serviable et perpétuellement décontenancé par les plans des méchants. Stafford avait 47 ans au lancement de la série en 1966, et son sens du rythme comique fit d'O'Hara l'un des personnages les plus attachants de la distribution, sans jamais être protagoniste. Avant Batman, Stafford avait bâti une carrière solide dans les westerns et les comédies télévisées des années 50. Le genre de travail constant qui fait tourner l'industrie dans l'ombre, mais procure rarement la célébrité. Il savait faire rire d'un seul regard, lever les sourcils au bon moment et prononcer son exclamation de stupéfaction avec une sincérité qui déclenchait les éclats de rire. Lorsque la série prit fin en 1968, Stafford continua d'apparaître dans diverses productions télévisées, mais ne trouva jamais un rôle lui offrant la même visibilité. Puis vint la tragédie. Le 5 novembre 1974, Stafford Repp mourut d'une crise cardiaque à l'hippodrome d'Hollywood Park. Il n'avait que 56 ans, devenant l'un des premiers membres de la distribution principale à disparaître. Le chef O'Hara était toujours le premier à arriver sur les lieux du crime, mais dans la vraie vie, il s'en alla trop tôt. Numéro 3. Madge Blake, tante Harriet. Madge Blake était le cœur domestique du manoir Wayne. Son personnage, tante Harriet Cooper,
veillait sur la maison de Bruce Wayne et Dick Grayson avec les meilleures intentions du monde et la moins bonne des perspectives pour découvrir le secret qui se cachait sous ses propres pieds. Madge avait 66 ans au lancement de la série, en 1966, et apportait à chaque scène une chaleur authentique qui servait de contrepoids parfait au chaos de Gotham City. Avant Batman, Madge était déjà un visage familier pour les téléspectateurs américains. Elle avait incarné la mère de Larry Mondello dans Leave It to Beaver, s'imposant comme l'actrice par excellence de l'archétype de la mère télévisuelle américaine. Elle travaillait depuis des années avec constance dans des séries et des émissions, toujours dans des seconds rôles, toujours avec un professionnalisme que ses réalisateurs appréciaient énormément. Madge fit de Tante Harriet bien plus qu'un simple ressort narratif. Elle lui donna du cœur, une naïveté sincère et un humour involontaire. Elle ne découvrit jamais le secret de la Batcave qui se trouvait juste sous ses pieds. Et cette ignorance fut, pendant 2 saisons, l'un des grands plaisirs comiques de la série. Madge Blake ne se maria jamais. Elle consacra toute sa vie au métier de comédienne. Et la vie lui réserva la plus cruelle des ironies. Elle s'éteignit le 19 février 1969. Quelques mois seulement après la fin de Batman, victime d'un arrêt cardiaque à l'âge de 69 ans. Elle n'eut jamais connaissance du fait que la série qui venait de se terminer allait devenir un classique impérissable. Madge Blake mérite d'être rappelée comme l'âme chaleureuse du manoir Wayne. Numéro 4. Alan Napier, Alfred Pennyworth. Alan Napier était un acteur britannique d'une stature physique et scénique impressionnante qui fit d'Alfred Pennyworth le majordome le plus célèbre de l'histoire de la télévision. Avec son mètre 96 imposant, sa diction impeccable et sa présence sur scène chargée d'années de formation à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, Napier conféra à Alfred une dignité qui établit un étalon pour toutes les versions futures du personnage. Alan avait 63 ans au début du tournage. Avant Batman, Alan avait travaillé dans des classiques hollywoodiens tels que The Uninvited et aux côtés d'Errol Flynn dans plusieurs productions d'aventure. C'était un acteur de métier méticuleux, formé dans la tradition du théâtre shakespearien. Et pour anecdote fascinante que peu de gens connaissent, Alan Napier était le cousin de Neville Chamberlain, l'ancien Premier ministre britannique, un lien historique qu'il mentionnait rarement. Son Alfred fut le moule sur lequel toutes les versions ultérieures du personnage furent construites. Le majordome comme confident, figure paternelle, premier gardien du secret de Batman. Il l'interpréta avec une gravité mesurée, qui faisait que même les moments les plus absurdes de la série prenaient une texture différente dès qu'il apparaissait. Après la série, Alan continua d'apparaître dans des productions télévisées tout au long des années 70. Il eut une fille, Jennifer. Alan Napier s'éteignit le 8 août 1988 à l'âge de 85 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral. Alfred servit Batman. Alan Napier servit l'art de la comédie pendant plus de 5 décennies et le fit toujours avec distinction. Numéro 5. Yvonne Craig, Batgirl / Barbara Gordon. Yvonne Craig arriva dans Batman comme un tourbillon. En 1967, alors que la série entamait sa 3e et dernière saison avec des audiences en baisse. Le producteur William Dozier prit une décision qui allait changer l'histoire des super-héros à la télévision. Introduire une héroïne féminine. Le résultat fut Batgirl, et l'actrice qui l'incarna fut Yvonne Craig. Elle avait 30 ans lorsqu'elle devint la première grande super-héroïne de la télévision américaine. Yvonne était avant tout une danseuse de ballet classique formée avec une rigueur professionnelle. Cette base technique se voyait dans chacun de ses mouvements avec la cape violette, dans sa façon d'exécuter les scènes d'action, dans la façon dont son corps s'exprimait même lorsqu'elle ne parlait pas. Elle avait effectué sa transition vers la comédie avec naturel, apparaissant aux côtés d'Elvis Presley dans des productions comme Kissing Cousins et It Happened at the World's Fair. Sa Batgirl fut révolutionnaire. À une époque où les femmes dans les séries d'action télévisées n'étaient guère plus que des personnages à secourir, Yvonne Craig créa un personnage qui se battait seul, pensait seul et gagnait seul. Pour des millions de fillettes qui grandissaient dans les années 60, cette silhouette en moto et cape violette fut la première preuve qu'elles aussi pouvaient être les héroïnes de l'histoire. Après Batman, Yvonne continua de travailler à la télévision, avec des apparitions mémorables dans des séries comme Star Trek. Avec le temps, elle se réinventa en femme d'affaires prospère dans le secteur immobilier de Los Angeles. Mariée à 2 reprises, elle embrassa toujours son héritage de Batgirl avec générosité et sens de l'humour.
Yvonne Craig s'éteignit le 17 août 2015, à l'âge de 78 ans, après que le cancer du sein se fut propagé. La communauté des comics lui dit au revoir avec une émotion que peu d'actrices de sa génération reçurent. Car Yvonne Craig ne fut pas simplement une actrice dans un costume. Elle fut une pionnière qui démontra, des décennies avant que cela devienne la norme, que les super-héroïnes pouvaient exister, se battre et gagner. Numéro 6. Burgess Meredith, le pingouin de Burgess. Meredith fut l'un des grands personnages que la télévision ait jamais produit. Avec son chapeau haut de forme, son monocle, son fume-cigarette et ce dandinement caractéristique qu'il avait érigé en signature, Meredith créa un méchant qui, 60 ans après, demeure la référence absolue du personnage. Il avait 58 ans lors de sa première apparition à l'écran en 1966, et il reviendrait dans 21 épisodes ainsi que dans le film. Ce que peu de gens savent, c'est comment le personnage naquit. Burgess Meredith n'avait pas fumé depuis 20 ans lorsqu'on lui confia le rôle, mais le costume en latex du pingouin lui irritait tellement la gorge qu'il développa un raclement guttural involontaire dont il comprit aussitôt que c'était exactement ce que le personnage nécessitait. Le son caractéristique du pingouin, ce croassement aristocratique qui devint sa signature sonore, fut un accident transformé en trait de génie. Le dandinement, quant à lui, surgit de la difficulté à marcher droit avec le rembourrage du costume. Meredith convertissait ses contraintes physiques en outils expressifs avec la naturelle des vrais grands. Avant Batman, Meredith était déjà un nom important dans le théâtre et le cinéma américain. Il avait travaillé dans des classiques comme Des souris et des hommes, 1939, et avait survécu à la liste noire du macartisme, dont il était sorti avec la même résilience qu'il allait montrer dans les années suivantes. Après Batman, Meredith réussit ce que très peu de ses collègues parvinrent à accomplir: éviter complètement le piège du typecasting. Ses interprétations de l'entraîneur Mickey Goldmill dans Rocky, 1976, et Rocky II, 1979, lui valurent 2 nominations aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle masculin, et offrirent au public l'une des performances les plus aimées de l'histoire du cinéma de genre. Burgess Meredith s'éteignit le 9 septembre 1997 à l'âge de 89 ans, des suites des complications de la maladie d'Alzheimer et d'un mélanome. Il apparut dans plus de 150 productions en 7 décennies. Le pingouin ne fut que l'un de ses grands rôles. Mais quel rôle? Numéro 7. Burt Ward, Robin/Dick Grayson. Burt Ward n'avait pas encore 21 ans lorsqu'il enfila le short vert, les collants jaunes et les gants rouges qui feraient de lui Robin, le garçon prodige. Nous étions en 1966 et dans la vraie vie, Burt Jervis Jr., son vrai nom, était un jeune homme de Beverly Hills qui avait à peine joué avant de se présenter à l'audition qui allait changer son destin pour toujours. Il fut choisi parmi plus de 1100 candidats parce que le producteur William Dozier vit en lui exactement ce dont il avait besoin. Non pas un acteur jouant Robin, mais quelqu'un qui était Robin de façon naturelle. Ses exclamations de stupéfaction, qu'il déclina en 357 variations différentes au fil des 120 épisodes, entrèrent dans le vocabulaire de toute une génération. Mais derrière l'enthousiasme juvénile du personnage se cachait un Burt Ward physiquement investi dans chaque scène. Ceinture noire de karaté, il réalisait lui-même la plupart de ses cascades et atterrit des dizaines de fois aux urgences pendant le tournage. Il fut également l'ami proche de Bruce Lee, avec qui il s'entraînait régulièrement. Le typecasting le frappa sans doute plus fort que quiconque dans la distribution. Après Batman, les années 70 furent difficiles. Les producteurs voyèrent le costume de Robin quand ils regardaient Burt Ward, et c'était un obstacle difficile à surmonter. Il le reconnut avec une honnêteté rare dans le monde du spectacle, en détaillant cette période compliquée dans son autobiographie. Mais ce que Burt Ward construisit en dehors des studios en fait aujourd'hui une figure héroïque pour des raisons entièrement différentes de l'univers des comics. En 1994, avec son épouse Tracy, il fonda Gentle Giants Rescue and Adoptions, une association à but non lucratif dédiée au sauvetage de grands chiens menacés d'euthanasie. En 30 ans d'activité, l'association a sauvé plus de 15 500 animaux, chacun trouvant un foyer définitif et aimant. En 2020, Burt Ward reçut son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2026, il a 80 ans et continue d'être actif dans les conventions et les projets liés à Batman. Le garçon prodige a grandi pour sauver des vies d'une façon totalement différente,
et il continue d'émerveiller. Numéro 8, Frank Gorshin, l'homme mystère. S'il est un moment qui définit le ton de toute la série Batman, c'est le premier épisode, diffusé le 12 janvier 1966. Et dans cet épisode, le personnage qui résume tout est l'homme mystère de Frank Gorshin. Il avait 32 ans à l'époque, et ce qu'il offrit à l'écran fut une explosion d'intensité que personne n'attendait. Un rire hystérique, un corps en mouvement perpétuel, une intensité qui frôlait les limites du cinéma d'épouvante déguisé en comédie bariolée. Frank Gorshin était arrivé à l'audition en étant déjà un imitateur et comédien reconnu. Ses imitations de James Cagney, Kirk Douglas et Marlon Brando faisaient déjà partie des grands numéros du spectacle américain. Mais l'homme mystère, c'était autre chose. Pas une imitation. C'était une création personnelle d'une intensité incendiaire que Gorshin transforma en quelque chose d'entièrement personnel et d'absolument irréproductible. Ce qu'il accomplit dans ses premiers épisodes eut des conséquences qui dépassent le cadre de la télévision. L'homme mystère était, dans les comics des années 50, un personnage mineur et oublié. Ce furent les interprétations de Gorshin qui convainquirent les éditeurs de DC Comics de ressusciter le personnage et d'en faire l'un des grands antagonistes récurrents de Batman. Sans Frank Gorshin, l'homme mystère tel que nous le connaissons n'existe pas. Sans Frank Gorshin, Jim Carrey n'a probablement pas le rôle dans Batman Forever, 1995, et Paul Dano ne construit pas sa version sombre dans The Batman, 2022. Il fut le seul acteur de toute la série nommé aux Emmy Awards pour son travail. Candidat au prix du meilleur second rôle masculin dans une comédie en 1966. Il épousa Christina Randazzo en 1960 et ils restèrent ensemble jusqu'à sa mort. Ils eurent un fils, Mitchell. Dans ces dernières années, il connut l'un de ses plus grands triomphes à Broadway. Son portrait de George Burns dans le spectacle solo Say Goodnight, Gracie, 2002, reçut une nomination aux Tony Awards. Gorshin termina la dernière représentation du spectacle à Memphis, monta dans un avion, eut des difficultés respiratoires pendant le vol et mourut dans un hôpital de Burbank le 17 mai 2005 à l'âge de 72 ans, des suites d'un cancer du poumon, d'un emphysème et d'une pneumonie. L'homme mystère demandait toujours « Qui suis-je » La réponse, maintenant que le temps a fait son œuvre, est simple. Frank Gorshin fut l'un des plus grands acteurs de composition du XXe siècle, et Batman eut la chance de le trouver au bon moment. Numéro 9, César Romero, le Joker. Quand César Romero apparut pour la première fois en tant que Joker en 1966, il avait 59 ans et une carrière qui était déjà, en elle-même, une légende du divertissement américain. Latino d'origine cubaine, né à New York en 1907, Romero avait été pendant des décennies l'archétype de l'amant latin à Hollywood. Séducteur des années 30 et 40, danseur prodige, présence magnétique dans des dizaines de films. Et puis arriva le Joker. L'anecdote la plus célèbre du personnage est aussi la plus révélatrice de son caractère. César Romero refusa catégoriquement de se raser sa célèbre moustache pour le rôle. Le département maquillage dut appliquer le fond de teint blanc de clown directement par-dessus, et si l'on regarde attentivement, on la distingue parfaitement à l'écran. Cet entêtement n'était pas de la vanité gratuite. C'était le signe que Romero abordait le rôle depuis une position d'absolue confiance en lui. Il était César Romero, et le Joker devrait l'accepter tel qu'il était. Le résultat fut un Joker alliant la menace à un délire authentiquement hilarant. Son rire devint le premier grand rire du personnage dans l'histoire visuelle des comics. Quand Jack Nicholson préparait sa version en 1989, il avait conscience de l'ombre qui le précédait. Quand Heath Ledger redéfinit le personnage en 2008, il le fit en partie contre la tradition établie par Romero. Tous lui doivent quelque chose. Après Batman, César Romero continua de travailler avec une régularité remarquable dans des séries et des téléfilms. Toujours impeccable, toujours avec l'élégance de celui qui maîtrise son art depuis un demi-siècle. Romero ne se maria jamais et fut toujours discret sur sa vie privée, avec une cohérence que ses contemporains respectèrent profondément. Il s'éteignit le 1er janvier 1994 à l'âge de 86 ans, le premier jour d'une nouvelle année. Comme si le Joker avait voulu faire une dernière entrée dramatique. César Romero fut le premier Joker, et les premiers occupent toujours une place particulière dans l'histoire. Numéro 10, Julie Newmar, Catwoman. Dans l'univers de Batman, certains méchants faisaient si peur
d'autres faisaient se rire et d'autres fascinaient. Julie Newmar en Catwoman faisait les trois à la fois, avec une grâce que 60 ans après, il reste impossible de reproduire. Elle avait 32 ans lors de sa première apparition en première saison, et ce qu'elle créa dans cette première scène, une femme qui n'était ni victime ni simplement mauvaise, mais quelque chose de bien plus compliqué et séduisant, changea à jamais l'archétype de la vilaine dans la culture populaire. Julie Newmar était une créatrice de talents impossibles à dissocier. Danseuse de ballet classique depuis l'enfance, prima ballerina de l'Opéra Civique de Los Angeles avant ses 20 ans. Lauréate du Tony Award en 1959 pour son rôle dans The Marriage Go Round à Broadway et nommée au Golden Globe. Lorsque les producteurs de Batman l'appelèrent, son frère dut la convaincre d'accepter car elle ne connaissait pas le personnage. Elle arriva avec tout cet arsenal de formation sur elle et ça se voyait dans chaque mouvement. Le costume noir, conçu avec une couture en S qu'elle avait elle-même imaginée pour qu'il suive parfaitement les lignes de son corps, elle mesure 1,80 m, devint l'un des objets les plus célèbres de la télévision des années 60. Newmar le donna par la suite au Smithsonian Institution, où il peut être vu aujourd'hui comme une pièce du patrimoine culturel américain. Ce n'est pas un costume d'actrice, c'est une œuvre d'art. Sa Catwoman était intelligente, pleine d'esprit, indépendante et, au fond, amoureuse de Batman d'une façon qui ne fut jamais tout à fait partagée. Cette tension, la plus intéressante que la série ait jamais produite, fut presque exclusivement l'œuvre de Newmar, qui savait exactement comment doser chaque regard, chaque pas, chaque réplique pour maintenir le spectateur dans l'ambiguïté parfaite. Vilaine ou alliée? Ennemi ou amour? La réponse fut toujours les deux à la fois, et ni l'une ni l'autre. Après Batman, où elle incarna le personnage pendant les 2 premières saisons avant de passer le relais à Eartha Kitt pour le tournage de McKenna's Gold, Julie poursuivit sa carrière au cinéma et à la télévision. Elle se réinventa en femme d'affaires, gérant l'entreprise immobilière familiale à Los Angeles, qui est toujours en activité en 2026. Elle déposa des brevets de design pour la lingerie dans les années 70. En 2016 et 2017, elle reprêta sa voix à Catwoman dans 2 films d'animation, Batman aux côtés d'Adam West et Burt Ward, bouclant un cercle de 5 décennies avec une élégance qu'elle seule pouvait offrir. En janvier 2026, Julie Newmar apparut sur une photographie aux côtés de son amie Stephanie Powers, qui circula sur Internet et déclencha une vague d'affection de la part de fans du monde entier. Elle avait 92 ans et restait la même, lumineuse, élégante et impossible à ignorer. Julie Newmar est toujours parmi nous tandis que nous écrivons ces lignes. Et la simple idée que la Catwoman originale continue d'exister à 92 ans paraît parfaitement cohérente avec sa nature légendaire. Elle est la preuve vivante que le talent véritable ne vieillit pas. Il s'accumule, simplement. Numéro 11. Adam West, Batman/Bruce Wayne. Il y a des acteurs qui interprètent des personnages, et il y a des acteurs qui deviennent ces personnages au point qu'il devient impossible d'imaginer que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Adam West appartenait à la seconde catégorie. Quand Bruce Wayne descendait le long des bas de perche et émergeait en Batman, il le faisait avec un sérieux absolument droit, une solennité parfaitement calibrée et un sens du ridicule qui était en réalité le plus grand cadeau que l'acteur faisait au personnage. West avait 37 ans lors du lancement de la série en janvier 1966. Le succès fut immédiat et brutal. Batman devint la série numéro 1 des États-Unis pratiquement du jour au lendemain. Et puis, alors que tout semblait ouvert, il se passa le contraire. Hollywood décida qu'Adam West était seulement Batman. Les rôles dramatiques s'évaporèrent. Les producteurs ne savaient n'est-ce pas comment le voir sans la cagoule. Pendant des années, l'acteur qui avait fait rire et émouvoir des millions de personnes se retrouva à faire des apparitions personnelles, des conventions de fans et des films à petit budget qui ne rendaient pas justice à son vrai talent. Adam West ne s'aigrit jamais. C'est peut-être la partie la plus admirable de son histoire. Il parla toujours avec franchise des difficultés du type casting, mais ne fit jamais du ressentiment le moteur de sa vie. Et puis, dans les années 2000, arriva son second souffle, la voix du maire Adam West dans Family Guy, un rôle qu'il incarnerait pendant presque 2 décennies, avec une autodérision brillante et lumineuse qui le présenta à des générations n'ayant jamais vu la série originale. Marié 3 fois, il fut père de 6 enfants. Vers la fin de sa vie, il embrassa pleinement son héritage de Batman,
non comme un fardeau, mais comme une responsabilité joyeuse, celle d'avoir apporté la joie à des générations entières, avec un personnage qui démontrait que la dignité et l'absurde pouvaient coexister en parfaite harmonie. Adam West s'éteignit le 9 juin 2017, à l'âge de 88 ans, après un bref combat contre la leucémie. Son Batman définit une époque, et aucune autre version du personnage, aussi sombre ou spectaculaire soit-elle, ne pourra jamais effacer ce qu'il construisit. Un héritage qui dure 60 ans. Batman fut diffusé pour la première fois le 12 janvier 1966 et prit fin le 14 mars 1968. 120 épisodes, 3 saisons, un film sorti en salle et un casting qui réunissait le meilleur de plusieurs générations du spectacle américain. Depuis lors, il y a eu de nombreuses versions du Chevalier à la chauve-souris, plus sombres, plus psychologiques, plus ambitieuses dans leurs prétentions cinématographiques. Aucune n'a été plus aimée. Le secret de cette longévité ne tient pas aux effets spéciaux, qui étaient délibérément rudimentaires, ni au scénario, qui embrassait l'absurde avec conviction, mais aux personnes qui les incarnèrent. Adam West et Burt Ward construisirent une amitié qui dura plus de 50 ans. Frank Gorshin redéfinit un personnage oublié depuis des décennies. Burgess Meredith prouva que les grands acteurs ne connaissent pas de frontières entre les genres. César Romero fut le premier Joker de l'histoire. Et Julie Newmar créa Catwoman, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, si un souvenir d'enfance vous est revenu en lisant ces lignes, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a lui aussi grandi en entendant la musique du Bat-Signal. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel était votre personnage préféré de la série. Vous vous identifiez plus à Batman ou à l'homme mystère, au sérieux imperturbable de West ou au rire de Romero. Les réponses, 60 ans après, restent les plus honnêtes que nous donnions.